Alors attends, normalement j'ai un truc super qui va te faire rigoler. Oh, allez, bonjour à tous et premier podcast, premier vidéo podcast pour moi et j'ai la chance d'accueillir une personne importante, c'est Jason Pointeau. Ça va Jason? Salut Julien, ça va et toi? Ça va super. Alors une personne importante parce que, euh, allez, je commence par moi un peu d'égocentrisme, après ce sera que toi Jason qui va parler. Jason m'a aidé à réaliser un rêve de runner. Euh, Tout est relatif, mais faire moins de 40 au 10 km, c'était une super expérience. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jason. Ouais, et pour moi, c'est toujours une chose super excitante de faire passer à un coureur une barre comme ça. Parce que des fois, il y a des coureurs qui ont des objectifs qui sont moins précis, moins concrets. C'est vrai que le moins de 40 sur 10, ou même moins de 50, ou le moins de 3 heures sur marathon, c'est toujours un petit truc un peu plus grisant pour le coach. Voilà, même si tous les projets sont intéressants, mais là, ça fait plaisir. Et surtout quand ça passe ric-rac. C'était passé super ric-rac, mais bon, voilà. C'est passé. Voilà. Et pour la petite histoire, moi j'ai découvert Jason au médecin du sport, puisque j'avais été voir le médecin du sport du coin. Je me souviens plus son prénom, Thomas, sûrement. Thomas. Et Thomas, je lui avais dit voilà, vous connaîtriez pas un bon coach dans le coin pour passer cette barre des 10 km et des 40 minutes, pardon. Et il m'avait dit mais attends, tu connais pas le mec qui gagne toutes les courses du coin? Et j'étais là bah non, c'est qui? Il m'a dit Jason Pointeau quoi. Et donc quand j'ai écrit à Jason, je me suis dit bon, j'y vais sur la pointe des pieds. Je sais pas s'il va bien vouloir me coacher pour un objectif si petit, mais finalement tu coaches pas mal de gens en fait et de toutes catégories. Ouais, ouais, moi je fais pas de distinction au niveau des performances. C'est plus le projet auquel j'accorde un peu d'attention. Sentir si la personne c'est juste une lubie ou si c'est vraiment quelque chose qui peut lui tenir à cœur. Maintenant, au fil des années de coaching, si je dois sélectionner, c'est plus sur ces critères-là que chercher absolument à entraîner des élites ou, sans parler d'élites, des très bons coureurs, quoi. Mhm. Voilà. Et puis je me suis aperçu que je pouvais prendre autant de plaisir avec quelqu'un qui court le 10 km en 1 heure que quelqu'un qui le court en 33 minutes, quoi. C'est un peu le partage des émotions qui te plaît, c'est faire vibrer les gens d'une certaine manière, parce que pour nous sportifs, se donner à fond, peu importe la barrière, quand tu fais ton objectif personnel, c'est un grand moment pour l'entraîneur et puis pour le sportif lui-même. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et puis, peu importe le niveau, justement, même parfois, on se rend compte que plus le niveau est élevé, plus les gens le font pas forcément pour la bonne raison. Des fois, c'est plus pour les réseaux, pour les autres, ou alors que quelqu'un qui court le 10 km en 1 heure, bon, souvent, il fait pas ça pour les réseaux, il fait ça pour lui, pour ses enfants, et donc finalement, quand on creuse un peu, on trouve plus de choses là-dedans que chez, euh, que chez les très bons coureurs, même si c'est pas une généralité. Il y a des très bons coureurs où c'est super intéressant de les coacher On aussi, est hein. coaché, ouais. Ouais. Alors moi, voilà, donc j'ai rencontré Jason, on a commencé le programme en septembre, quelque chose comme ça, et avec une course en vue, le Tèche, en février. Et donc pendant ma préparation, donc je dis à ma femme que donc j'ai un coach, elle sait pas qui c'est, voilà, je m'entraîne, je dis que ça se passe bien et je fais des progrès, patati patato. Et un jour, elle me dit, c'est pas ton coach là qui est sur les réseaux sociaux partout, il a fait 2,13 au marathon de Valence et elle se fout un petit peu de moi quand même en me disant le mec fait 2,13 au marathon et c'est lui qui te coach. Donc j'avoue que j'avais pris une petite claque à la fois par ma femme et puis une petite claque parce que c'est vrai que j'avais pas réalisé cette performance et toi, ça t'a mis un peu en avant ou c'est juste moi qui ai réalisé que tu courais vite ce jour-là? Franchement, oui, peut-être quand même, mais surtout au niveau des gens qui sont proches, en tout cas, on va dire sur le bassin ou les alentours. C'est sûr qu'avec 2,22 sur Paris, on est un petit peu plus dans le peloton, entre guillemets. 2,13, on commence à se démarquer. Donc oui, j'ai eu un peu plus de reconnaissance. Voilà, mais après, ça dépasse pas les frontières de la Gironde, hein. J'ai pas ressenti ni d'intérêt au niveau national ou
Ouais, voilà, c'était vraiment encore une fois plus de la satisfaction personnelle. Et moi, la sensation quand même d'avoir franchi un petit cap. Mhm. Mais après, non, toi, je pense que tu m'as connu à ce moment-là, c'était le hasard parce que j'ai dû passer sur les réseaux, mais ouais, non, Sur France Bleu Gironde ou quelque ouais. chose comme ça. Par rapport à cette performance absolue de l'époque, donc après on va parler de la dernière, mais ce 2-13, il y avait à ce moment-là les Jeux Olympiques. C'était quoi les minima pour aller aux Jeux Olympiques? Les minima officiels, c'était 2,8, 10 ou 2,8, 20, mais finalement, comme il fallait être dans les trois meilleurs français, c'était plus 2,6, 30 qu'il fallait faire à l'époque. Ouais. Ok, ok. Ah, c'est vrai que je disais à ma femme, tu te rends compte, 2-13, il est à 4-5 minutes des minima pour aller au JO, donc waouh, je dis, c'est complètement fou. Et puis après, donc il y a Valence 2024. Valence Ouais. 2024, tu annonces quel objectif? J'annonce, en fait, mon objectif, c'était plus franchir la barre des 2,10, mais plutôt en un an et demi. Donc, depuis septembre, là où je me suis lancé dedans un petit peu plus à fond encore, avec quelques, on pourra en parler après, quelques petits aménagements encore différents. Donc, le 2,10 à Valence, pas forcément, mais c'était faire tomber le chrono d'au moins 2 minutes, parce que j'estimais que par rapport à l'investissement que j'avais mis, gagner juste 1 minute, c'était presque un peu décevant parce que j'ai quand même mis beaucoup de chance de mon côté. Donc voilà, je m'étais dit moins de 12 et voire marquer de 11 et si possible même moins de 11. Et après, je savais que moins de 10, c'était quand même chaud. Donc là, clairement, je suis en plein dans l'objectif et je suis pleinement satisfait. Ah bah, rappelle-nous le score du coup pour ceux qui regardent le podcast qui connaissent pas. Qu'est-ce que tu as fait du coup? Donc 2h10 et 35 secondes. Et j'ai lu quelque part en plus que tu es content de ta course, tu n'irais pas la refaire même pour aller chercher ces 35 ou 36 secondes. Tu as fait une belle course. Ouais, j'ai fait une très belle course et surtout des 4 marathons que j'ai pu faire, celui-ci c'est peut-être celui où finalement j'ai pris le plus de plaisir pendant. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais l'impression d'être dans un jeu. J'ai trouvé ça génial. Je me suis même dit plusieurs fois en courant, punaise, cette discipline elle est faite pour moi. J'adore en fait. Sur 10 km, je prends un peu de plaisir. Sur semi, je sais pas, ça me parle pas. Là, marathon, j'ai l'impression que je suis dans mon élément. C'était comme un jeu, il faut prendre des décisions à certains moments de la course. C'est tout sauf monotone en fait. On se dit qu'on suit une allure de A à Z, mais ça se passe jamais comme ça. Parce que à notre niveau, entre guillemets, il y a des choses qui sont importantes comme courir en groupe. Voilà, donc en fait, il faut prendre les bons wagons à certains moments, quitte à prendre des risques ou au contraire être prudent. Bref, c'est un jeu et là, je l'ai vraiment senti comme un jeu. Et si je fais les comptes à la fin, je me dis, ben, je trouve que j'ai bien joué. Après, je dis peut-être ça parce que le corps a suivi, quoi. C'est sûr que quand tu prends un gros coup de bambou, j'aurais pas eu le même discours si j'avais craqué à 4 km de l'arrivée. Forcément, quand tout se passe bien, c'est plus simple, mais en tout cas, j'ai adoré, quoi. Hmm. Mais je me souviens déjà l'an dernier, corrige-moi si je me trompe, mais tu avais dit que tu pouvais pousser un peu plus. Je crois que tu étais sur des bonnes allures. À un moment donné, tu t'étais un peu freiné par Mm. rapport au jeu que tu avais joué. À ce moment-là, tu avais joué un peu le conservateur sur la fin, si je me souviens. Parce que tu étais parti sur un bon groupe, mais après, tu pensais que ça allait trop vite. Et donc, tu avais de toi-même ralenti. C'est ça, non? Ouais, pour les 2,13 à Valence, je partais sur 2,15 et le groupe était parti vite. Et du coup, je m'étais dit, arrivé au 30-35e, je voyais sur ma montre que ça allait finir autour de 2,12, 2,13. Et je me disais, punaise, c'est énorme. Et donc, n'en mets pas plus. Parce que si ça pète au 39e, tu vas avoir les boules d'avoir été trop gourmand. Donc, en effet, j'étais arrivé en me disant, ouais, est-ce que tu n'aurais pas été un peu timide sur le coup? Mais bon, sans regret non plus. Et là, sur celui-ci, presque un peu pareil quand même. Parce que on est parti très vite, trop vite. C'est à cause des lièvres d'ailleurs qui avaient annoncé un temps de passage au semi, ils l'ont pas respecté du tout. Les lièvres de l'organisation pourtant. Donc, mais bon, ils sont passés avec plus de 30 secondes d'avance au semi. Ça paraît rien, mais c'est énorme en fait. Hmm. Et, et du coup, on a été un peu décroché par ce groupe et on s'est retrouvé entre le 25 et le 30 à 4 coureurs. Et à ce moment-là, j'ai senti que ça temporisait beaucoup. Ça fatiguait aussi, mais ça temporisait. Et moi, j'étais bien, mais je me suis dit, de toute façon, comme c'est parti trop vite, est-ce que ça va pas te faire du bien que sur 5-6 km, ça temporise? Hmm. Donc j'ai temporisé. Et après, il y a un mec qui nous a doublé comme une bombe au 30e.
un Allemand. Et là, de suite, prise de décision, j'ai pris sa roue, je me suis collé et il m'a relancé jusqu'à la fin. Et finalement, j'ai fini avec des bonnes jambes, à des bonnes allures. Et donc, je me dis que, encore une fois, est-ce que le fait de temporiser, ça m'a été utile ou est-ce que j'ai été trop frileux? Je peux pas le dire, quoi. Bon, là, je suis obligé de faire le raccord sur ma course à moi, puisque d'habitude, je temporise tout le temps sur mes 10 kilomètres. Et quand tu m'as coaché, tu m'as dit, Julien, 10 kilomètres, ça se court à fond jusqu'au 5. Après, tu meurs 6, 7 et 8. Et 8, 9, enfin, les deux derniers, tu as des ailes. Donc, tu m'avais dit de tout mettre. Et là, toi, tu la joues conservateur. Jason, En fait, c'est pas du tout. la même course. Non, ouais, voilà. Andy Born, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas trop parce que Andy Born, souvent, quand tu t'es bien entraîné, tu sais quelle est ton allure cible et il faut que tu partes à cette allure cible. Des fois, tu pars même un peu trop vite. Mais en fait, il y aura jamais de temps de pause. Tu es toujours, je sais pas comment dire, mais tu es toujours en prise. Et du début à la fin, tu es en prise. Alors, peut-être que c'est moi qui suis pas spécialiste de cette épreuve, mais j'ai du mal à croire qu'on puisse faire un 10 bornes en étant à un moment donné facile, à part peut-être aller du 0 au 3. Mais quoi qu'il arrive, après, c'est des allures, des pourcentages de VMA, des pourcentages de fréquence cardiaque qui sont hauts, donc t'es jamais à l'aise. Voilà. Donc, c'est pour ça que le 10, pour moi, il faut pas avoir de temps d'attente parce que sinon, à l'arrivée, tu fais les comptes et il t'en manque, quoi. D'accord. Voilà. Après, du coup, c'est vrai qu'avec ces deux récits, ce 2-13, ce 2-10, on a envie de dire, bon, presque, t'as plus rien à prouver, t'as tout à prouver, mais est-ce que tu prévois un marathon où tu vas te laisser aller, quitte à taper un mur, quoi, comme nous tous les amateurs? Ouais, ben en fait, c'est carrément le projet parce que là, c'était normalement prévu pour celui-là, mais en fait, les sacrifices au niveau boulot, famille, etc., ont fait que j'avais pas envie de faire n'importe quoi parce qu'au bout d'un moment, je me serais senti un peu égoïste de, voilà, là, j'ai très vite vu que les jambes étaient bonnes, tout, donc je me dis, allez, va chercher un super chrono, mais fais pas non plus l'abruti. Mais j'avoue que j'ai envie de faire un marathon roulant cette année, enfin 2025, où je vais partir sur des bases plus élevées peut-être, genre je sais pas moi, entre 2,8 et 2,9, et puis pas me poser de questions, finir dans le dur, s'accrocher, et voilà, parce que ça me servira toujours. Et puis on sait jamais, en fait, des fois c'est en tentant un petit coup de poker qu'on craque, mais pas tant que ça, et on sort un gros chrono, donc c'est prévu. Ouais. En tout cas, quand tu le dis, on voit les yeux qui brillent, hein. Quand tu as envie de courir plus vite, peut-être un peu plus. Donc tu as encore cette flamme de vouloir aller chercher la limite parce que, si je comprends bien, tu l'as pas encore trouvé. Ouais, ouais. Et puis franchement, à mon âge, si je fais tout ça, c'est en premier. Je l'ai dit à ma femme d'ailleurs quand je me suis lancé là-dedans en septembre. En fait, j'ai envie dans 2 3 ans de me retourner sur ma vie sportive et me dire, ben là, t'as été au bout de ton potentiel, tu Hmm. vaux ça et tu peux, entre guillemets, continuer ta vie de sportif tranquille. Courir tranquille en devin. Ouais, voilà. Et, euh, et du coup, c'est vrai que je pourrais avoir cette sensation et ce sentiment d'avoir tout donné que si un jour sur un marathon, je tente un peu le tout pour le tout, quoi. Mais là, j'ai pas perdu la flamme parce que je me suis tellement amusé de toute façon que je suis obligé d'y repartir, quoi. La question qu'on a envie de poser, c'est par rapport à ce que tu as dit, tous les sacrifices, etc. Tu as quand même été gagné 2 minutes 30, quelque chose comme ça, sur un score qui était déjà exceptionnel pour toi, 2,22, 2,13, 2,10 et 30 secondes. Qu'est-ce que tu as mis en place tout au long de ces années? Parce que c'est pas que entre le 13 et le 10. J'imagine que tu as changé quelque chose entre le 22, le 13 et le 10. Ouais, alors après, le 22, c'est particulier parce que j'étais vraiment un coureur amateur, dans le vrai sens amateur, c'est-à-dire que je m'entraînais 5 fois semaine, quoi. 4 à 5 fois, il y avait des semaines où ouais, je faisais que 4. Souvent, j'essayais 5. Mais j'avais des semaines à 80, 90 km par semaine. Ma grosse semaine, c'était 110. Quand je dépassais les 100, je me disais, waouh, c'est énorme. Et je me sentais fatigué d'ailleurs. Donc, il y a eu ça à Paris. Et puis ensuite, il y a eu aussi le premier marathon, Ultra Prudence. Donc là, pour le coup, j'avais été dans un groupe où c'était trop lent, je le sentais. Mais comme je connaissais pas le marathon, je me disais, fais pas trop le malin, on est qu'au 20e. Et je crois que c'est mon seul marathon d'ailleurs où j'ai fait un négatif split, c'est-à-dire le deuxième semi plus rapide que le premier. Mhm. Ça m'est pas arrivé depuis.
Donc j'ai été vraiment, donc c'est vrai que les gens disent 2,22. Je pense qu'à déjà à Paris, j'avais facilement 2,18 dans les jambes. Ouais. Mais donc 2,18 avec 4-5 entraînements semaine, c'est pas dur de faire mieux quand après pour Valence de 13, je suis passé à entre 8 et 10 entraînements semaine. J'ai fait des semaines à 140, 150. On va dire que mes grosses semaines de Paris, c'était mes petites pour Valence, quoi. Il y avait plus une semaine en dessous de 120 km. Donc le changement, et d'ailleurs on en parlait de ce fameux youtubeur, je me souviens plus de son prénom, t'as vu, je suis nul avec les prénoms, mais c'est le volume en fait. Là, si on t'écoute, n'importe qui augmenterait son volume, forcément tu augmentes ta performance. Sur marathon, je pense que le volume, c'est quand même très important. Après, je parlerai plus de fréquence d'entraînement, de nombre d'entraînement, parce que si tu t'entraînes 4-5 fois ou 8-10 fois, tu mets plus de volume, mais tu peux aussi caler 1 à 2 séances de plus de qualité, quoi. Mhm. Donc, c'est vraiment aussi comme ça qu'il faut le voir. C'est pas que des kilomètres parcourus, c'est peut-être aussi une séance de muscu en plus, une séance de côte que tu cales pas. Une séance de côte, ça te rajoute 12 bornes quoi, sur ta semaine, Mhm. c'est pas énorme. Par contre, les bénéfices, donc pas que le volume, mais tout simplement s'entraîner plus, quoi. Ok, et si tu t'entraînes plus, tu l'as dit toi-même, pendant que tu t'entraînais pour Paris, tu faisais 4-5 fois et parfois tu étais fatigué. Donc, quoi, c'était une impression. Après, quand tu es passé à 8 fois, t'étais pas fatigué ou tu as dû mettre quelque chose d'autre en place pour ne pas être fatigué? Ouais, c'est en fait tout est lié. Si tu t'entraînes plus, faut récupérer plus. Donc c'est pour ça qu'il faut du temps. C'est sûr qu'on passe pas de 5 entraînements semaine à 9-10 comme ça. Déjà, j'ai intégré du bijournalier très progressivement. C'est-à-dire que je me suis dit, allez, une fois dans la semaine, je vais m'entraîner 2 fois par jour. Le jour où je travaillais pas en fait. Et je voyais que ça passait bien, c'était même hyper agréable de retourner courir le soir. Je trouvais ça génial, les sensations, tout. Et ensuite, petit à petit, j'ai vu que ça passait bien physiquement, pas d'alerte au niveau physique. Donc, on rajoute une deuxième journée où on fait du bijournalier. Alors là, c'était plutôt le samedi, matin de bonne heure, et puis en fin de journée. Et tout ça, ça fait augmenter le volume. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai placé une séance de kiné par semaine. Ça m'est devenu indispensable. Et puis après, je raconte même pas le nombre d'heures passées le soir sur mes rouleaux de massage. Et, Le fameux automassage dont tu m'avais parlé, j'y arrive pas, mais ouais, toi tu le fais. ouais, tous les soirs. Il n'y a pas un soir où c'est vraiment. Ouais, je pense que sur 90 jours de prépa, il y a 88 jours où le soir, je m'occupe de moi entre 20 minutes et 45 minutes, quoi. Mhm, C'est une routine et je peux pas y échapper, quoi. mhm. Voilà. C'est vraiment, il faut qu'il y ait quelque chose, une réunion au boulot. Et encore, je pense que je suis capable de rentrer à 23 heures et avant d'aller au lit, de faire 10-15 minutes d'assouplissement ou de massage. Voilà, ça c'est vraiment Indispensable. indispensable. Ouais. Ok, donc volume avec des séances de qualité, automassage, kinésithérapie. Et alors, est-ce que tu fais appel à un coach, toi-même qui es coach, pour tes séances à toi? Parce que j'ai pu voir, encore une fois, sur Internet, certaines personnes qui préfèrent demander à quelqu'un d'autre parce qu'on a tendance à être. Bah, certaines personnes sont plus dures avec elles-mêmes, certaines sont plus gentilles. Toi, comment tu gères ça du coup? Moi, je m'entraîne tout seul pour la simple raison que comme je suis coach à côté, en fait, j'ai besoin encore de tester des choses à l'entraînement. Et puis ça me permet aussi de me sortir de ma routine. Des fois, il y a une séance, j'ai envie de la tester, je l'ai lu quelque part, donc je la fais. Et c'est des fois en la faisant que je me dis, ah, là, les temps de récup, pour moi, ils sont trop courts, ou ils sont trop longs, ou... et donc je la note. Et puis après, quand je la file à mes coureurs, je l'adapte mieux si je l'ai vécu. Donc là, c'est le côté plus pour mon rôle de coach. Et puis après, je me trompe peut-être, mais je pars du principe que personne ne connaît mon corps mieux que moi. Et moi, il y a des fois où je vais courir et j'ai une idée de ce que je vais faire, mais une idée assez large. Et en fait, c'est à l'échauffement, après la fin de l'échauffement, que le programme se précise, que le nombre de répétitions va. Et je m'interdis pas des fois d'en rajouter ou d'en enlever, suivant les sensations.
Et je pense que comme je suis quelqu'un de scolaire, si j'avais un coach, il me dirait tu fais ça, je ferai ça. Et il y en a qui vont dire que c'est justement le but. Mais moi, j'estime que parfois, ça aurait pu m'emmener à la blessure ou au contraire à peut-être pas en faire assez. Voilà. Si j'avais 4-5 ans de moins et que j'étais sur marathon, je pense que je pourrais faire appel à un coach en me disant voilà, on va travailler sur du long terme. Mais là, je pense que j'en prendrai jamais, je vais rester comme ça, et puis ça fera un peu partie de mon histoire. Le résultat, entre guillemets, voilà, je me le suis construit un peu tout seul. Et Tu auras réussi tout seul, ça sera ton ouais. œuvre. Par contre, on pourra en reparler après, mais j'ai fait appel à un préparateur mental. Mhm. Voilà. Entre le coach et le préparateur mental, j'avais réfléchi aux deux. Et comme, bon, ben, je me suis dit, je vais choisir l'un ou l'autre parce que c'est aussi un budget quand même. Donc j'ai dit, allez hop, prépa mental. Allez, la prépa mentale, ça m'intéresse parce que figure-toi, j'en ai fait personnellement de la prépa mentale et plus lié au boulot. À un moment donné, c'est vrai que c'est un peu un tabou ce truc. Enfin, c'est en train de revenir, le coaching d'ailleurs de vie. Il y a des coachs dans tout. Mais je trouve que le mental, c'est assez puissant, puisque c'est quand même l'essence même de pourquoi tu veux faire ce record, pourquoi tu te lèves le matin, et parfois arriver à clarifier les choses, personnellement, ça m'avait aidé. Donc toi, comment tu as transposé ça sur un objectif marathon? Qu'est-ce qui t'a débloqué? Quelles ont été les séances? Alors, moi déjà, le pourquoi j'ai fait appel à un préparateur mental, c'était vraiment pour du concret, c'est-à-dire gestion du stress d'avant-course, aussi gestion du poids au quotidien, du fait d'avoir un petit peu, entre guillemets, fait des sacrifices qui impactent la famille. Tout ça, ça rajoute un peu un poids et je me disais, je vais avoir du mal à gérer ça. Donc c'est plus dans ce sens-là, histoire de pouvoir parler à quelqu'un qui me donne des outils pour essayer de peut-être dédramatiser, etc. Voilà, c'était pas trop pour savoir pourquoi je faisais ça, parce que ça, j'ai pas de doute. Mais je pense que j'avais quelque part envie de me délester auprès de quelqu'un. J'avais anticipé le fait que j'allais avoir plus de pression que d'habitude. Mhm. Voilà. Et donc après, c'était très intéressant. On s'est pas vu tant que ça. On a fait 2 séances en fait, juste sur toute la prépa, 2 séances de 2 heures au moins quand même, en Mhm. présentiel. Donc c'était très intéressant. Il m'a donné des outils. Maintenant, les outils, pour l'instant, j'ai pas ressenti vraiment des bienfaits parce que trop peu De d'occasions de pratique. les. Mhm. Voilà, je pense qu'il faut pratiquer sur plus long terme. Hein. Ça vient pas comme ça en 3 mois, ce serait trop beau. Hein. C'est peu 2 fois 2 heures, non? Moi, je pensais que tu allais me dire, je sais pas moi, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, 1 heure pour parler d'un sujet. Parfois, tu as des choses à dire, parfois non. En fait, là, tu avais vraiment un déballage à faire, hein, finalement. Ouais, mais après, on avait pris une fois par mois, donc 2 heures en septembre, 2 heures en octobre, 2 heures en novembre. Et en fait, au mois de novembre, avant mon marathon, la dernière séance, elle n'a pas pu être faite parce que je me suis un peu blessé avant le marathon de Valence. Et j'ai privilégié les examens médicaux. J'avais 2, 3 examens médicaux importants, un peu plus de kiné. Et c'est pas rentré dans nos emplois du temps. Donc on a fait ça par téléphone. Mais c'est quand même moins cool qu'en présentiel. Et du coup, tu disais que le fardeau que tu avais, enfin le tien, c'était la famille. Enfin, c'est pas un fardeau, c'est plutôt la charge mentale que ça te générait, puisqu'effectivement, avec la vie que tu nous racontes, tu pars travailler, le matin tu pars courir, le soir tu pars courir, ensuite tu te fais un automassage. Donc forcément, ta famille est avec toi, j'imagine, par rapport à ce projet. C'est quelque chose que tu as discuté ou bon, tu leur imposes et du coup ils suivent. Nous avons beaucoup discuté avec ma femme, parce que les enfants, je pense qu'ils comprennent pas trop, même si la grande ben, est grande et a l'âge de comprendre. Je pense qu'elle saisit pas non plus l'importance. Donc elle est gentille, elle me dit je suis fier de toi, mais après elle de 10, de 20, de 30, finalement ils ont plus enfin, ils comprennent que tu cours bien quand tu gagnes les 10 km du Tèche. Mais là, pour eux, Valence, tu finis 40e ou 50e. T'as pas la médaille. Non, ce qu'ils voient, c'est qu'il y en a 50 devant, quoi. Mais bon, ils m'encouragent, mais après, vraiment, les explications, c'était plus avec ma femme, parce que après Genève, quand je refais 2,13 à Genève, sur un parcours quand même plus dur, je me dis, punaise, ce 2,13 à Genève, il vaut 2,11 à Valence, quoi. Et donc, je dis, si je veux faire 2,11 à Valence, il faut que je change des choses. Et donc, j'en ai parlé à ma femme. Je lui ai dit, j'ai toujours eu un rêve dans ma vie, c'était de vivre pendant un an un peu comme un sportif pro.
Donc bon, elle m'a de suite encouragé à y aller à fond, quoi. Après, donc on a discuté de comment on allait faire ça. Et voilà, mais oui, ça a été une discussion. Et si j'avais senti à un moment donné que ça l'a stressé, je l'aurais pas fait. Hmm. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est hyper important, hein, même à mon petit niveau, tu vois, de s'entraîner quand tu as des enfants, quand tu as une famille, bah, ça prend du temps, donc t'es obligé de parler de ce projet avec ta famille. Donc, je comprends que avec toi, avec ton volume, c'était hyper important. Et effectivement, que tu sois libéré mentalement de ce poids-là. Ouais. Après, il y a un truc qui m'aide aussi beaucoup, c'est que moi, ma femme, elle joue au hand encore, D'accord. 4 fois par semaine. Et donc, en fait, c'est con, mais ça te, ça te fait déculpabiliser, quoi. Parce que moi, je cours, oui. Après, je cours souvent quand les enfants sont à l'école ou c'est plus facilement. Le hand, c'est lundi, mercredi, vendredi, match le week-end. Donc, moi, je l'encourage à continuer le hand parce que le jour où je serai peut-être tout seul à faire ça, je me sentirai encore plus égoïste. Là, je me dis, bon, voilà. C'est équilibré, c'est ça que tu nous Bon, dis. exactement. Bon, cool. On passe à l'aspect budget, allez, un petit côté sponsoring, etc. Comment ça se passe là? Tu es dans la zone grise là. Là, à la fois, t'es plus un mauvais, c'est-à-dire que tu mériterais qu'on t'aide, mais t'es pas encore dans les spotlights parce que t'as pas été au JO. Donc, comment ça se passe à part de te faire aider par la boutique du Tèche? Euh, ben ça se passe pas grand-chose, comme on dit. Non, non, là, ouais, tu l'as bien résumé, hein. Je pense que avec mes chronos, t'es aux portes de l'élite français, hein. Parce que là, je dois être dans le top 10 quand même des marathoniens, mais je suis pas dans le top 3 ni dans le top 5. Euh, donc voilà, ça t'ouvre peut-être pas les dernières portes. Et t'es dans l'antichambre, quoi. Et après, j'ai pas non plus beaucoup d'influence sur les réseaux, ce qui pourrait, avec mon chrono, me suffire à de suite trouver quelqu'un pour m'aider. Donc, ouais, je suis un peu le cul entre deux chaises et pour parler franc, faut se démerder, quoi. Hmm. Donc, avec les gens autour, les amis, comme tu le dis, la boutique du Tèche qui me file des godasses, ben, ça fait quand même une belle économie de budget. Et puis après, des copains qui avaient des entreprises m'ont aidé à payer mon stage en altitude. Et après, ben, c'est aussi nous à la maison, on avait anticipé un peu pour qu'au niveau budget, le fait que je passe à mi-temps, ça puisse être absorbé sur un an, quoi. La question, ça va être la suite, parce qu'on était parti sur un an, quoi. Et puis, si ça doit durer plus longtemps, au bout d'un moment, ça va être compliqué, ouais. C'est quoi du coup les dépenses d'un coureur marathonien donc là, tu nous parles, t'es passé à mi-temps, donc c'est bah, du temps, mais ça te coûte du temps de pas travailler, donc t'as une baisse de rémunération, mais c'est quoi? C'est les voyages, les chaussures Ouais, les chaussures, enfin, franchement, quand on est un coureur assidu comme moi, qui vise la performance, il faut au moins 3 paires de chaussures sur le moment présent, une paire de footing, une paire pour faire des séances plus qualitatives, sans carbone, et une paire compétition avec carbone. Ça me semble être voilà, le minimum, sachant que ces paires, elles coûtent entre 180 et 250, suivant le modèle. Donc, bon, mais tu vois, ça fait, allez, on arrondit 600 euros. Mhm. 600 euros de budget, et ça, c'est chaque mois, hein, parce que les chaussures, maintenant, on fait entre 600 et 800 km avec. Donc, quand on fait 150 km semaine, si tu fais le compte, bon, ben voilà, tes chaussures, elles durent un mois et demi, grand max. Mhm. Donc, déjà, imagine le budget. Donc, je suis bien content que Baptiste Dutèche m'aide un peu là-dessus. Et après, ben, c'est les frais de déplacement, le logement, les dossards. Moi, personne ne me paye rien. Donc, quand je vais sur une course comme Valence, ben, je pars en bagnole, je me loue un Airbnb, le dossard, tout, en fait tout, il y a tout à payer. Et du coup, une course comme Valence, tu estimes que ça te coûte combien? Enfin, justement, tu vois, le déplacement, les chambres d'hôtel, c'est durer ces deux trois nuits, la nourriture sur place. Non, mais je dis ça, en fait, je pense que voilà, l'amateur, il sait. Mais c'est plus pour l'entrepreneur qui est en train de Hmm. nous regarder, il se dit, attends, si je veux aider Jason, c'est quoi la somme? Admettons, un sponsor pour t'aider à faire Valence ou deux marathons, ça représente combien?
Si on veut arrondir, c'est 1000 euros, quoi. Parce que Mm. on peut parler du matériel. Quand je pars sur une course comme Valence, ma paire de chaussures, je veux qu'elle soit neuve ou qu'elle ait 2 séances, quoi. Donc, ben, déjà, une paire de chaussures neuves. Ensuite, le trajet jusqu'à Valence en voiture, l'essence, le péage, je pense qu'à l'aller-retour, on est au moins à 200 euros. Puis après, il y a 2 nuits minimum parce que souvent, quand on court le dimanche à Valence, on arrive le vendredi. On fait la route le vendredi pour être le samedi sur place, se poser. Donc c'est 2 nuits. Bon, bien sûr, les nuits à Valence, c'est au moins 150 euros la nuit. Donc tu vois, on est à 300 euros de plus. Mm. Et la nourriture sur place, ouais, je n'ai pas fait les comptes dans ma tête, mais pour arrondir, on va être entre 800 et ouais, 800 euros, quoi. Mm. C'est vrai que c'est des sommes, 1000 euros, 600 euros par mois, etc. C'est énorme pour toi. Et c'est vrai qu'en en termes de sponsoring, je veux dire, avec les sommes qu'on entend à droite, à gauche, on a l'impression que c'est accessible. Hmm. Je veux dire, c'est accessible pour un sponsor de venir t'aider. Donc forcément, il y a un appel au don, un appel au sponsor. Et qu'est-ce que tu pourrais leur proposer, je veux dire, un sponsor qui veut t'aider sur un projet comme 2025. Pourtant, la course à pied, c'est quand même assez tendance, mais c'est quoi que tu vas leur apporter des valeurs, une certaine image pourquoi ils vont venir te sponsoriser toi, Jason Pointeau, alors que t'es que top 10? Et alors, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, je dois pas être très bon vendeur, mais moi, déjà, je pars du principe que quelqu'un qui va m'aider, un chef d'entreprise, il doit déjà au départ avoir ce goût pour le sport, la dépense d'énergie, enfin, quelqu'un qui aime les gens qui font des sacrifices, il doit avoir ça. Après, moi, ce que je peux lui offrir, c'est, pendant un temps, j'avais mis un principe, c'était un sponsor, une course. Donc, par exemple, quelqu'un qui pourrait me sponsoriser. Me faire un don et je lui dis ben toi tu seras sur mon maillot pour les 10 kilomètres du Tech, c'est local et voilà. Mais bon, lui il peut me dire ouais, moi je travaille dans les pompes à chaleur, qu'est-ce que ça va faire que tu fasses les 10 kilomètres du Tech, mais du coup c'est pour ça que je dis il faut que ce soit quelqu'un qui le fasse aussi, dans le but de peut-être juste m'accompagner, et parce que on va pas se mentir, hein, j'ai pas des millions de followers, c'est pas moi qui vais ramener. Donc voilà, et là en 2024, ceux qui m'ont aidé, c'est des amis, hein. C'est des amis qui ont Mhm. fait ça. Alors après, moi, des fois, je rends l'appareil en préparant ces gens-là à leurs objectifs. Bah oui. Mais là, les 2 personnes en question qui m'ont fait des dons, qui m'ont aidé puisque ça a payé une partie de mon stage à Font-Romeu, je les ai préparés pour des marathons. Donc quelque part, bon, c'était donnant-donnant. Mais voilà, après, sinon, c'est juste offrir des valeurs, comme tu dis, donner une image, que ces gens-là soient peut-être fiers d'avoir contribué à l'amélioration de mes performances. Et voilà, mais c'est sûr qu'on n'est pas sur, comme un club de rugby qu'on sponsorise, où on met son panneau sur les Mhm. barrières, qu'on voit toute l'année, à tous les matchs, les gens voient. Moi, c'est qu'un maillot, et ça a moins de visibilité que le top 14, que la Ligue 1, ou voilà, donc ça j'en suis conscient, hein, mais Moi, je pense sincèrement qu'il y a quand même un créneau pour les entreprises. Euh, Chaque entreprise essaye de faire en sorte que les employés s'engagent un peu plus, soient engagés dans l'entreprise et ils font des défis sportifs. Souvent à l'intérieur de l'entreprise, ils ont parfois des team building, ils ont parfois des conférences. Et je suis persuadé que des entreprises ont besoin de personnes comme toi pour venir inspirer un petit peu l'employé qui, lui, va courir le dimanche matin et qui voudrait avoir un objectif, les mêmes personnes que tu aides en fait au quotidien. Mais peut-être moi je pense un chef d'entreprise pourrait faire gagner un coaching avec toi et puis toi tu pourrais venir pour faire une conférence sur le dépassement de soi ou que sais-je. Et en contrepartie t'aider sur un sponsoring. Donc à la fois il y aurait une image de l'entreprise lors d'une performance et puis aussi une intervention de ta part dans l'entreprise. Donc je suis sûr que enfin, il y a plein d'idées. Donc à force de répéter des 2,10, je pense franchement, si tu avais fait 2,09,59, je suis sûr que ça toquerait à la porte. et d'ailleurs, les performances en course à pied, elles sont classées de départementales à nationales et internationales. Et donc là, je suis quand même assez fier pour la première fois que je fais de l'athlé d'avoir une performance de niveau IB, international B, c'était 2,12,30. Et IA, le plus haut degré, c'est 2,10. Et donc des fois, ma femme me dit, ouais, ben,
t'es que eBay, quoi. Donc, faut pas t'attendre à ce que ton téléphone il sonne. Il fallait aller chercher le IA, quoi. Le IA. Et non, et pour en revenir aux entreprises, je suis tout à fait d'accord avec toi que moi, en plus, je suis vachement dans le partage. J'adorerais intervenir dans des entreprises, euh, pas pour parler de moi, mais pour parler de mon aventure et de la course à pied. Le problème dans tout ça, c'est que, comme tu l'as compris, je manque déjà de temps. Le peu de temps que j'ai, je préfère l'utiliser à m'entraîner. Et en fait, tout ça, j'ai pas le temps. Il faudrait que je fasse quoi? Que j'aille démarcher des entreprises, que je dise bonjour, que je pose des CV, je sais même pas. En fait, c'est un métier à part entière. Et moi, clairement, là, bon, je suis focus sur mes performances, ma passion. Et j'ai pas envie de m'éparpiller à aller chercher des sponsors et perdre du temps parce que là, j'ai réussi à faire 2,10 comme ça. Si je dois faire 2,8 comme ça, eh ben écoute, je ferai 2,8 comme ça. Hmm. Et c'est ce que je dis à ma femme. Je dis, des fois, elle est un peu dégoûtée. Elle me dit, t'as personne qui t'appelle, tu fais 2,10, t'es troisième français à Valence. Elle me dit, t'as des mecs qui sont derrière toi, ils sont tous sponsorisés. Et je lui dis, écoute, on va aller chercher 2,8 comme on a fait là. Et puis, ça fera partie du jeu. Même si c'est sûr qu'on préférait des fois que le téléphone il sonne et que quelqu'un nous dise je vais t'accompagner en 2025. Mais je commence à être habitué et j'en fais plus. Ça me donne une belle transition. Non, mais je pense sincèrement que ton job, c'est d'être coureur. Donc, toi, ton job, c'est de courir. Et donc, le sponsoring, il faut trouver quelqu'un d'autre qui t'aide à aller chercher des partenaires, etc. et qui discutent, qui prennent ce temps-là. Mais la transition, c'est que tu commences à être habitué. T'es vieux, en fait, Jason. T'es vieux. Je veux dire, t'as quel âge là? T'as 35, 36? 36. Ça se trouve, voilà, on est déjà au top. Pourquoi parier sur un poulain maintenant? Et surtout, non, blague à part, comment as-tu fait avec ton âge pour performer à ce point-là? Tu penses que ta meilleure performance était quand même derrière toi parce que tu as découvert le marathon tard ou tu as appris à connaître ton corps un peu sur le tard et tu performes maintenant? Non, je pense que j'aurais pas fait mieux plus tôt, avant, en tout cas. Je pense que ça arrive à point nommé. Plus je fais du marathon, plus je me dis quand même que c'est un beau combat musculaire. Et que je pense que le poids des âges peut être un atout Hmm. sans aller jusqu'à avoir 45-50 balais, parce qu'au bout d'un moment. Mais là, 36, je me demande si c'est pas l'âge d'or aussi du marathonien, sachant que j'ai fait quand même du trail et du trail long, des 70-80, des 130, j'ai fait déjà des 100 aussi pendant 3 ans, 3-4 ans. Donc de 31 à 35 ans, quoi, ou Hmm. de 30 à 34. Et je pense que ces années de trail long m'ont été très utiles parce que j'ai l'impression que ma force sur marathon, c'est quand même le fait de ne pas craquer trop musculairement. Hmm. Ça arrivera peut-être un jour, hein. Mais, et donc pour moi, je fais du marathon depuis 2 ans, mais il y avait quelque chose avant, quoi. Hmm. Et puis ensuite, j'ai quand même fait 10 ans d'athlétisme entre l'âge de 8 à 18 ans, de la vitesse. Euh, donc je pense que tout ça réuni, voilà, après peut-être que la pause de 10 ans que j'ai faite sans courir, à jouer au rugby et avoir une hygiène de vie dégueu, je peux pas dire qu'elle a été bénéfique celle-là. Mais j'étais quand même actif, sportif, on faisait du renfort, le rugby 4-5 fois par semaine, c'était quand même travailler d'autres qualités, d'explosivité, de force. Je pense que tout ça mis bout à bout, ça fait qu'aujourd'hui, à 36 ans, j'ai mon petit bagage de qualité et si j'avais fait différemment, je l'aurais peut-être pas eu, quoi. Hmm. Ouais. Mais je me souviens d'un coureur amateur que j'avais croisé sur la piste de roller de Gujan et qui était maintenant dédié au marathon. Il semblait être plutôt un coureur de 10 km et il me disait, voilà, ça fait 2 3 ans que je me bats avec le marathon. Parce qu'en fait, il exprimait qu'on a besoin d'une certaine résistance musculaire, que c'est pas du jour au lendemain, c'est pas parce que ça y est, tu t'entraînes beaucoup sur des longues distances, que tu t'adaptes à ton entraînement au marathon, que ça marche. Il faut aussi que laisser le temps au corps de se transformer. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses aussi ou... Oui, je pense complètement, mais après, je pense aussi que il peut y avoir des coureurs qui seront jamais faits pour cette distance. Par exemple, quelqu'un qui a fait du très haut niveau sur 800 mètres, on prend un coureur qui a même fait les JO sur 800, et puis à 27-28 ans, l'âge pour le 800 commence à être passé, et il dit tiens, je vais faire du 5 km, ou il se met à la route. Je suis pas sûr que s'il monte les distances,
il arrivera à 36, 38 ans, performant, même s'il a eu un niveau international, parce que pour moi, justement, si de l'âge de 8 à 28 ans, on n'a fait que de la vitesse, de la courte distance, notre corps, il est formaté, et au bout d'un moment, il sera limité. Il peut pas y avoir un. C'est pour ça que je dis que mes années trail, je pense qu'elles m'ont été utiles quand même, parce que elles se rapprochent un peu du marathon quand même. Et peut-être que si j'avais fait du 400 mètres, qui était ma spécialité, et que j'ai arrêté à 18 ans, peut-être que si j'avais fait du 400 mètres jusqu'à l'âge de 28 ans, ben mon corps serait peut-être moins performant maintenant. Donc oui, il faut laisser le temps, mais il faut arrêter de croire que tout le monde est fait de la même manière. Que si je descends les distances, moi je pourrais jamais être aussi performant, je pense, sur 5 km. Mhm. C'est foutu, même si je me mets une année entière consacrée aux 5 km, ben, je vais pas exister, hein. Je vais faire baisser mon record, oui, mais je serai jamais. Déjà que t'es que IB. Voilà, En marathon, on va pas descendre les kilomètres, les distances, hein. exactement. Allez, ok, donc toi tu penses vraiment que c'est ton héritage sportif qui t'a emmené à performer maintenant et que c'est un bon timing, t'as pas trouvé une recette sur le tard ou tu dis pas qu'à 30 ans t'aurais fait mieux. Donc c'est vraiment ça arrive à point nommé, c'est ce que tu as dit. Parfait. Donc on a parlé du budget, on a parlé de ton âge. Euh, Parle-nous, on va revenir un petit peu à la course. Fais-nous un petit peu rêver. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2025? Là, donc 2013, 2,13, 2024, 2,10, 35 à 36 secondes de l'IA. Et 2025, si tout se passe bien, c'est quoi la saison de Jason Pointeau? Alors, pour l'instant, c'est que des hypothèses puisque je n'ai pas de dossard. Donc, c'est toujours pareil. Faut écrire aux orgas pour avoir, par exemple, le marathon de Paris, il n'y a plus de dossard. Ouais. Donc, pour l'instant, l'hypothèse, c'est toujours pareil. J'ai envie de faire les crosses. J'ai pas fait de cross depuis l'âge de, je pense, 12-13 ans. Peut-être cadet, mes derniers crosses en cadet. Parce qu'après, je faisais plus les crosses l'hiver, je faisais les compètes en salle. Donc là, j'ai envie de faire les crosses. J'accompagne les jeunes depuis 2 ans sur les crosses. À chaque fois, je les accompagne. J'ai envie de sauter par-dessus la barrière et d'aller courir. Donc l'année dernière, je voulais les faire. J'avais eu un tendon d'Achille un peu capricieux après Valence. Je m'étais dit, bon, pas bonne idée. Là, j'ai envie de me préparer parce que je suis persuadé que le cross, justement, c'est l'école de la course à pied. Ouais. Ça peut me faire progresser aussi sur plein de domaines. Et puis j'aime dans le cross l'idée qu'il n'y aura pas de montre. J'allume pas ma montre, je regarde Ouais. pas l'allure. Donc ça c'est le premier truc. Faire les crosses, mais toujours dans un objectif de me rendre plus fort sur le marathon. C'est pas objectif d'aller performer sur cross. Et après je veux faire un marathon au printemps. Donc lequel je sais pas encore. Paris peut-être. Printemps, c'est quoi? Avril. Avril-mai? Ouais, ok. Avril c'est bien. Mais j'avais trouvé ça un peu tard pour Genève. Mais bon, Donc mois Paris, d'avril. quoi. Pourquoi pas Paris, ouais. Et Paris, justement, vu qu'il est pas très roulant, pourquoi pas l'objectif dont on parlait tout à l'heure, aller partir dans un groupe trop rapide et puis vivre enfin ce fin de marathon dans le dur, quoi. Mais pourquoi tu voudrais faire ça pendant un pas roulant? Parce que de toute façon, il y aura pas de Voilà. record ce jour-là. Franchement, Ok. refaire de 10 à Paris, Oui, je comprends. ça paraît peut-être compliqué, ou Mhm. en tout cas moins de 10 à Paris. Bon, je pense que c'est. Ouais, mais donc là, tu es pessimiste encore, parce que imagine, tu fais ce qu'on a dit, tu pars et tu fais 2,10 en ayant. C'était pas roulant, c'était pas prévu, et tu fais cette nouvelle tactique et tu y arrives. Donc tu seras pas déçu Ah que non. c'était pas roulant, tu vois? Non, 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 mais en plus, je pense qu'il faut pas faire que du roulant, que du chrono. Mhm. C'est bien aussi de vivre un marathon, peut-être sans avoir trop d'objectifs de temps, mais plus soit de classement, soit suivre un groupe et s'y tenir. Voilà, moi je vois pas non plus que le chrono, hein. On l'a vu au marathon des JO. Bon, c'était les JO, mais bon, on retient même pas les temps qu'ont fait les mecs, quoi. Non. Parce que ça, bon, il y avait quelques deux côtes. Donc, il n'y a pas que le chrono non plus. Donc, en avril, plus un marathon plaisir, mais toujours performance quand même. Et après, l'objectif de 2025, ce serait de faire Berlin. J'ai jamais fait de marathon en septembre. Allez te prendre le mur à Berlin. Voilà, exactement. Tu me l'as enlevé Je suis de. désolé, il fallait que je la fasse. J'espère pas d'ailleurs. Ah non, mais maintenant que je te l'ai dit, il va te falloir une bonne séance de prépa mentale Je vais y pour que penser. le mec te dise, non, Julien, il dit que des bêtises, Ouais. donc oublie ce qu'il t'a dit.
C'est sûr que si je le prends là-bas, je penserai à toi. Ouais. Donc, ouais, Berlin, parce que ça me permettrait de retourner faire un stage à Font-Romeu, Ouais. en Niveau timing, altitude, ouais. au mois d'août. Et je suis en vacances au mois d'août. Donc, j'aurais pas besoin de reposer des congés, etc. Donc, voilà, et ça me permettrait d'aller à Font-Romeu en famille, parce que je compte pas repartir 3 semaines tout seul. Ouais. Donc, voilà, ça c'est pareil, on en a discuté. Euh, j'ai ma femme et mes enfants qui m'ont rejoint à Font-Romeu la dernière semaine, ils ont adoré. Donc, pourquoi pas y passer 15 jours tous ensemble, moi peut-être une semaine tout seul et puis 15 jours avec eux. Mais ça permettra en tout cas de refaire un stage pour préparer Berlin qui est fin septembre. Tu vas pas au Kenya comme font tous les youtubeurs. Et c'est pas là où ils vont sur des plateaux, ils redescendent, j'ai vu. Tiens, si tu peux nous parler du principe de l'altitude pour un mec comme moi, même si c'est peut-être trop long, mais pourquoi aller s'entraîner en altitude pour l'histoire des globules, mais quel timing? J'ai vu que les mecs ils disaient c'est une semaine, 2 semaines après, j'ai pas tout compris. Alors, on est sûr de rien. Alors, c'est vraiment pour les globules, hein, de toute façon, l'altitude. Donc, en fait, on veut améliorer le transport de l'oxygène dans le corps, au niveau des muscles. L'altitude, ça a été prouvé, ça a un effet direct là-dessus. Après, c'est de plus en plus prouvé que c'est plus de vivre en altitude que de s'entraîner en altitude qui paye. Ok, Donc, il y a même maintenant une nouvelle méthode qui dit tu vis en altitude et tu t'entraînes un peu plus bas. Donc, tu peux vivre à plus de 2000 au Kenya, mais redescendre pour les entraînements à 1200, 1300. Voilà. t'es en train de nous dire que tu veux une maison sur la dune du Pilat là, parce qu'il n'y a pas trop d'altitude chez nous là, Jason. Non, 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 et d'ailleurs, bon, mais j'ai déjà regardé, même dans les Pyrénées, quand tu montes à 1500, il n'y a plus rien à faire, hein. Donc, c'est pas possible. Donc, voilà, il y a ça. Et après, le timing, je crois que on dit que c'est plus 3 à 4 semaines après. Maintenant, il y en a qui ont réussi à performer en faisant une compétition juste après la descente. D'accord. Il y en a qui parlent de quelques jours après, ils ont un creux justement. Je pense que c'est hyper personnel. Moi, je sais que après mon stage, j'ai fait le semi de Valence, direct en sortie de stage. J'ai vraiment été dans le dur sur ce semi, mais bon, il y avait tout le stage dans les jambes. Et par contre, la semaine d'après, j'étais mort. Hmm. Et j'ai mis au moins 10 jours à m'en remettre. J'arrivais pas à repartir à l'entraînement. Ouais, fatigue plus plus. Et est-ce que c'est les effets de l'altitude ou est-ce que c'est les effets de la charge de travail pendant 3 semaines? Je sais pas, mais je pense qu'il y a un mélange des deux. Mais là, j'aurais pas fait une compète, quoi, hein. Hmm. Donc, je pense qu'on sait pas trop encore quand. Ben, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas le faire 3 mois après. Euh, je pense qu'entre 3 et 5 semaines, 3 semaines, c'est le max. Là, à Valence, on était un peu limite. Il aurait fallu que ce soit peut-être même une semaine ou 10 jours plus tôt pour Hmm. vraiment peut-être avoir les effets de l'altitude. Mais bon, on choisit pas. Enfin, on fait comme on peut aussi, quoi. On fait comme on peut. Oh Jason, une petite dernière question, il faut que tu nous annonces un temps quand même. Pour les sponsors, pour le bassin d'Arcachon, pour le lycée où tu enseignes, 2025, là tu nous as habitués de 2,22 à 2,13, 2,13, 2,10, la prochaine fois c'est quoi? C'est 2,8, c'est 2,9, 2,5, 2,03? Si tu veux que J'ai je, vu un mec qui a couru en moins de 2 heures alors que c'est possible. si tu veux que je fasse un effet de com, je vais te dire 2,8,59. Mais ouais, déjà 2,9,59, ce serait génial. Passer cette barre des 2,10, parce que de toute façon, on est un peu con quand on court, mais on aime les barres franches. Hmm. C'est sûr qu'entre 2,7 et 2,6, ça parle pas trop, mais 2,10, bon, voilà. Donc, allez franchir cette barre des 2,10. Et puis, pourquoi pas, pour être ultra ambitieux, dire, allez faire descendre encore un maximum en dessous. Voilà. Mais après, la barre des 2,10, ouais, ça reste, euh, ça reste un truc qui fait un peu rêver, ouais. Tu dis top 10, que tu dis que tu es dans le top 10 avec ton de 10,35. Mm. Le top 3, il est à combien? Là, je crois que cette année, en 2024, je me demande si j'ai pas le sixième meilleur temps en français en 2024, mais c'est faussé puisque il y en a qui n'ont pas couru, il y en a qui ont couru juste au JO. Le parcours était dingue, donc voilà, je veux dire, je vais pas dire que je suis sixième français parce que je sais très bien qu'il y en a
Mais après, il y a quand même, je suis content parce qu'il y a quand même un beau petit paquet de coureurs qui est autour de 13, 14, 15, et certaines depuis plusieurs années. Et donc moi, je me suis dit, ben, en fait, toi, tu vas faire comme tout le monde, hein, de 13, tu vas rester planté autour de 13. Et là, j'ai quand même fait un bond, et ça, déjà, je suis hyper content. Après, le bond, il est vers 2,6, 2,7. Là, on a vu à Ouais. Valence les deux premiers. Emmanuel, qui est deuxième, je crois qu'il avait encore un 2,9 et des brouettes, et là, il claque un 2,7, 50, je crois. Bon, voilà, lui, il a réussi à faire un bond que j'arriverai peut-être jamais à faire, j'en sais rien, mais en tout cas, de le voir faire, on se dit, ben, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Voilà, sur marathon, peut-être qu'il y a plus d'opportunités de faire descendre les chronos que sur 10, quoi. Mhm. Parce que quelqu'un qui fait 28,0 sur 10, il peut se dire, je vais gagner 45 secondes. Ouais, Il n'y a compliqué. que Étienne Daguinos qui peut faire ça. Mais sinon, c'est compliqué. Alors que sur marathon, gagner une minute, si on fait tout bien, que le jour J a la magie, le bon groupe, ça peut aller très vite, hein. Dans un sens comme dans l'autre finalement. Marathon. Ouais, ça c'est sûr. Tu peux gagner, mais tu peux perdre Ouais, beaucoup. ouais, carrément. Impressionnant, Jason. C'est vraiment, ouais, ça demande forcément beaucoup de volonté, beaucoup d'investissement. Et puis tu l'as dit aussi, un peu de génétique, un peu d'héritage aussi de toute ta vie sportive pour arriver à ce type de performance. Un grand bravo déjà pour tout ce que tu as fait. Merci. Je pense pas que tu ailles beaucoup plus loin. Je pense que tu seras toujours à 35 secondes des IB, IA. On verra. On verra. Mais écoute, moi j'ai quand même une solution pour les sponsors. J'ai une petite habitude, même si c'est le premier podcast, j'ai quand même déjà une habitude. Ah, c'est beau. C'est que pour la fin des... Ça marche? Ouais, pour la fin des podcasts, je demande à l'invité de nous faire une petite danse. Alors, moi, je suis plutôt un danseur debout, quoi. Alors là, tu vas avoir des sponsors de ouf. Merci beaucoup. T'aurais pu me laisser le choix de la musique quand même. Pour le moment, j'en ai qu'une. Merci beaucoup, Jason, pour ton temps. J'espère que c'était pas trop pénible. On a vraiment beaucoup parlé de marathon, de moi. C'était le sujet. Je pense ouais. que le titre du podcast, ce sera Marathon en 2h10 et 35 secondes Ouais. à 36 ans. Donc, Voilà. c'était l'objet du podcast. Et t'inquiète pas, ceux qui ont écouté, c'est qu'ils avaient vraiment envie et c'était très intéressant. Donc, à suivre. Ok, ben merci. Merci à toi, Jason. Bonne expérience pour moi aussi. Oh, bah, tant mieux. À plus, salut. Ciao, à la prochaine.